Grégory Rose, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, alors je suis écrivain, tout du moins j'essaye, chroniqueur chez Valeurs Actuelles. Et bon, je l'annonce là, je l'ai appris il y a quelques minutes, peut-être aussi pour La Furia, le magazine qui est sorti par Papacito, Marceau, etc., pour le prochain numéro. Alors, vous êtes ici pour une raison bien précise, c'est que vous avez vécu une mésaventure dernièrement, à savoir que vous avez été exclu d'un concours de littérature en raison de vos idées politiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît? C'est tout à fait ça. Habituellement, les membres du jury de concours excluent une œuvre pour sa qualité, qui satisfait ou pas. Et là, ils ont exclu l'auteur du concours en question. Le concours Boccace, pour ne pas le nommer, c'est un concours assez prestigieux de recueil de nouvelles. Donc il faut être édité pour pouvoir y participer. J'ai demandé à mon éditeur d'envoyer à tout hasard mon recueil de nouvelles, qui, je le précise, ne sont pas des nouvelles politiques, ce sont vraiment des nouvelles très littéraires. Et j'ai eu la surprise de lire dans la presse locale, quelques mois après l'avoir soumis, ce recueil, en 8 exemplaires tout de même, que, il y avait une erreur de casting, puisque c'est le titre du fameux journal local, Max Centre. Erreur de casting, Grégory Rose. En gros, ils disent en substance qu'ils l'ont échappé belle, que vraiment, ils étaient à deux doigts d'accepter la bête immonde au sein de leur concours. Vous vous rendez compte, un chroniqueur chez Valeurs Actuelles, pas possible. Et en toute impunité, ils les écrivent dans cet article que le président du jury a renvoyé, le sachant, l'ensemble des recueils chez l'éditeur, et qu'il regrettait, c'est les mots qui sont inscrits dans l'article, le président du jury regrettait et reconnaissait l'erreur. Alors là, je me suis dit, mais attendez, il y a deux choses. Déjà, ils ont osé admettre noir sur blanc qu'effectivement il y avait une impossibilité en termes de compatibilité idéologique entre un auteur et un concours où la qualité, l'obédience idéologique ne doit pas compter logiquement. Et puis, autre chose, il y avait des termes qui me semblaient bizarres, c'est-à-dire erreur de casting et reconnaître une erreur. Reconnaître une erreur. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une sélection, une présélection tout du moins. Et je me suis dit, mais c'est encore pire en fait. Ça veut dire qu'ils m'auraient présélectionné sur la base des qualités littéraires, en tout cas pressenties, d'un auteur, et qu'ils auraient ensuite exclu l'auteur, nonobstant ses qualités littéraires. C'est encore pire. Ça fait partie donc des 27 ou 24 critères permettant de qualifier de discrimination un agissement. Je me suis dit, tiens, je vais aller quand même vérifier sur les réseaux, et je suis tombé en regardant sur plusieurs publications où effectivement 2 librairies avaient publié une petite photo sur laquelle ils se satisfaisaient que une de leurs publications faisait partie du, je cite, de la sélection du prix, ou de la présélection du prix Boccace, et j'ai vu mon livre dans cette présélection. Je me suis dit, mais ils sont quand même incroyables. Ils s'en vantent en toute impunité, ils l'écrivent, qu'ils ont dégagé un auteur parce que il ne faisait pas partie, en gros, du moule idéologique dans lequel se déployait ce concours littéraire. J'ai décidé donc d'en parler. Alors pourquoi j'ai décidé d'en parler? Peut-être que j'anticipe votre question, mais j'ai décidé d'en parler parce que j'aime pas faire la victime et souvent je critique ceux qui se victimisent le plus souvent. Mais là je me suis dit, il y a deux choses. D'une part, c'est parfaitement injuste ce qui vient de se passer. D'autre part, ils s'en vantent, parce qu'ils l'écrivent, hein, il faut quand même le faire, c'est une chose, en toute discrétion, c'est déjà arrivé, ça arrivera encore. Mais ils s'en vantaient comme une nouvelle médaille arborée à leur plastron antifasciste, parce que tout le monde est fasciste, hein, à partir du moment où on n'est pas d'accord avec eux. Et en plus de ça, je me suis dit, mais il y a des gens qui, dans le quotidien, n'ont pas du tout accès à la presse ou aux médias, quels qu'ils soient, et doivent subir, et le font, ce genre de discrimination du quotidien. Un peu des discriminations silencieuses, hein, dont personne ne parle. Qui est un étudiant qui va déposer un CV pour avoir un stage et à qui on dit « Non mais j'ai vu sur Twitter ce que vous avez écrit, c'est pas possible, même si votre CV est bon », ou pour un logement, pour louer une salle des fêtes, ou que sais-je. Donc voilà, j'ai décidé d'agir et j'en ai parlé à mon avocat qui est en contact avec l'organisation du concours via des lettres de mise en demeure pour l'instant. Et là, donc, où ça en est la procédure? Alors il y a une première lettre de mise en demeure, parce que je ne vais pas attaquer pour attaquer, hein. Je veux d'abord savoir quelles sont leurs versions des faits, puisque c'est par presse interposée.
Leur réponse a été tout à fait amusante, c'est-à-dire qu'ils ont dit à mon avocat, non, mais attendez, ce que dit Maxence, donc le journal, c'est tout à fait... Enfin, nous, on n'a jamais dit ça. Il y a eu une intention malveillante d'un des membres du jury, on ne sait pas qui, donc ils ne font pas d'enquête interne, ça ne les dérange pas, visiblement. Et c'est pour ça qu'il y a eu cet article, mais M. Rode, rassurez-vous, il est toujours en lice. Malin, toujours en lice, mais il va être dégagé normalement, quoi. En fait, c'est l'idée. Donc, on leur dit, non, c'est un peu gros quand même, parce que le jury aurait, par communiqué, fait apparaître au-dessus de l'article un droit de réponse disant que pas du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé, mais qui va à l'encontre de ce qui est dit en fait dans la réponse à la lettre d'avocat. Il y a beaucoup d'incohérences en fait, où on sent bien qu'ils essayent, ils sont un petit peu empatouillés dans leurs propres agissements et ils essayent de s'en sortir, mais de manière complètement maladroite. Donc une deuxième lettre de mise en demeure va être envoyée en demandant des explications précises. Pourquoi est-ce que lors du premier droit de réponse, il n'a pas été expliqué qu'il y avait une erreur de fait, que le jury reconnaissait cette erreur, présentait ses excuses au candidat par exemple, ça aurait été la moindre des choses. Imaginons l'inverse, un concours de droite avec un candidat de gauche, enfin un concours de droite, même pas un concours avec un candidat de gauche qui est exclu. Voilà. Ou un candidat racisé, entre guillemets, puisque c'est la mode d'exprimer, de prendre ce genre de mots. Là, ça aurait été un scandale interplanétaire. Tout le monde en aurait parlé. Là, personne n'en parle. Enfin, personne. En tout cas, les médias qui ont été sollicités pour en parler n'en parlent pas du tout. Et donc là, le livre en question, c'est donc un recueil de nouvelles, Train de nuit, édité aux éditions de la Nouvelle Librairie. Est-ce que ça n'a pas eu un effet stressant, finalement, toute cette histoire? Ah, c'était tout l'objectif complètement assumé. C'était de faire un effet stressant. Je me suis dit, mais ils ont voulu s'arroger, en fait, se draper de vertu, encore une fois, avec ce genre d'action, en disant, regardez, nous, on ne veut pas de ces gens-là chez nous, on les exclut, alors que ce sont les premiers à dire, mais il faut vivre ensemble, il faut être tolérant. Et lorsqu'on leur propose de la diversité littéraire, culturelle, lorsqu'on leur propose un autre point de vue sur la société, non seulement ils le refusent, ils le rejettent, mais en plus de ça, ils le jettent en pâture, si vous voulez, en qualifiant de tous les termes nauséabonds, enfin tous les adjectifs qu'on connaît, extrême droite, fasciste, nauséabond, etc., par rapport à un auteur qui, d'après le président du jury, n'aurait pas été lu, ce qui pose encore plus de questions. Donc je me suis dit, puisque c'est comme ça, bien on va en parler, et effectivement j'ai voulu jouer sur l'effet stressant en disant, mais on va voir ce que les gens en pensent. Ça fera certainement plus de bruit d'avoir été exclu de ce concours pour des raisons qui sont complètement inadmissibles, inacceptables, que d'avoir par exemple gagné ce concours. Où là, ça n'aurait intéressé que très peu de monde, mis à part moi, pour ma satisfaction personnelle. Donc oui, ça a surpris beaucoup de gens, ça a choqué beaucoup de gens qui se sont reconnus. J'ai reçu des dizaines de messages de gens qui me disaient « mais ça m'est déjà arrivé sur tel ou tel type d'activité ou de demande, et je trouve ça inadmissible. » Donc j'en ai parlé aussi pour cette raison. Et quelles sont ces idées qui les gênent tant? Alors j'aimerais pouvoir discuter, et qu'on puisse le filmer d'ailleurs avec ces membres du jury littéraire, puisque traditionnellement dans un concours de nouvelles, alors j'ai déjà participé à des concours de nouvelles et j'ai eu la chance d'être lauréat de certains de ces concours, donc tout ça pour dire aussi petit bémol, tous les organisateurs de concours ne sont pas obtus à ce point, et au contraire certains le font très très bien, jouent très très bien le jeu. La proposition est anonyme du début à la fin. C'est-à-dire le membre du jury ne donne un avis que sur le contenu et sur la production. Et ce qui les gêne, je pense, c'est que ce recueil de nouvelles, son contenu n'est absolument pas politique. Alors évidemment, je traite de thèmes qui me sont chers et qui sont assez peu chers peut-être aussi à l'idéologie qui est manifestement défendue par les membres de ce jury. Le patrimoine, la transmission, le temps qui passe, enfin voilà, tout un tas de sujets comme celui-ci. Mais ce qui les gêne profondément, ça a été indiqué dans l'article, je suppose, c'est que je suis chroniqueur à valeur actuelle. Et que sur mon site, je parle de tout un tas de sujets, dont le sujet du grand remplacement, par exemple, ou de la remigration. Donc c'est vraiment en fait, la question de l'immigration qui les gêne, quoi. C'est vraiment le point de clivage central. Je pense que c'est ça, oui, parce que sur les autres sujets, il n'y a pas eu dans l'article en tout cas, de choses. C'est très clairement indiqué dans l'article, valeur actuelle, grand remplacement, quoi. Le simple fait d'en parler de manière non critique, enfin,
critique, mais critique constructive ou autre d'ailleurs, mais on pourra en parler peut-être tout à l'heure, mais ne pas critiquer l'idée même d'un grand remplacement leur pose problème, visiblement. Ouais, c'est dingue. Bah, c'est dingue d'autant plus que on peut très bien... Bon, moi, par exemple, j'ai lancé un grand prix de la micro-nouvelle. L'exercice consiste à écrire une nouvelle en moins de 100 ou 120 mots. Donc c'est très petit, hein. C'est très très court, c'est une centaine de mots. Il y a des gens de tous horizons, j'imagine de toute obédience politique, qui ont participé. J'ai même vu sur des forums que certaines personnes avaient dit « Oh, attendez, regardez qui organise ça, où il est édité, ce qu'il écrit, etc. » Après, à vous de voir, ça peut être intéressant quand même. Et des gens ont participé en connaissance de cause. Et moi, il est hors de question que je les élimine parce que c'est des gens qui ne pensent pas comme moi. On regarde la production que la production, puis on verra. C'est ça un concours littéraire. C'est ce qui ressort de l'écrivain. C'est les émotions qu'il pourra transmettre, la manière dont c'est construit, la syntaxe, enfin, le rythme, c'est la beauté du texte. Le reste, si on avait dû sélectionner à l'entrée les écrivains par rapport à leurs idées politiques, on se serait privé de pas mal de grands écrivains, je pense, en France comme à l'étranger. Qui sont vos références littéraires ? Alors, mes références littéraires, j'ai pas une culture littéraire très très grande, puisque je me suis mis à lire vraiment tardivement. Par exemple, au collège ou au lycée, je lisais très très peu. Il faut dire que j'avais des profs qui m'avaient pas toujours donné envie de lire. Certains oui, mais pas tous. Et c'est plus tardivement que j'ai commencé à m'intéresser à la littérature. Alors, en tant que rédacteur de nouvelles, écrivain, peut-être c'est un terme qui se mérite, peut-être que je pourrais dire ça plus tard, mais j'aime beaucoup Maupassant. Qui sont des nouvelles... Alors, il est beaucoup connu pour ses nouvelles fantastiques, mais pas que, beaucoup de nouvelles très réalistes, et ça j'aime beaucoup les nouvelles réalistes. Il décrivait son temps, en fait, les travers de son temps, il décrivait beaucoup le milieu de la petite bourgeoisie aussi, ou de la grande bourgeoisie déclinante. C'était vraiment très intéressant, c'était un témoin de son temps. Et j'essaie dans mes nouvelles de faire la même chose à mon petit niveau, c'est-à-dire que d'écrire les mots du temps, ou ce qui est au contraire, ce qui est plutôt, qui va dans le bon sens, et j'essaye de le faire transparaître dans mes nouvelles. D'autres écrivains, mais en gros, j'ai pas vraiment de référence en tant que courant littéraire ou un auteur en particulier, mais c'est vraiment, je glane. Je suis plutôt un glaneur littéraire, c'est-à-dire que je vais aller glaner en fonction de ce qu'on peut me dire d'un livre ou de ce que je peux lire dans un autre livre qui va faire référence à une phrase choc qui va me plaire beaucoup, ou une thématique choc. Tiens, cet écrivain a écrit ça, il faut que je lise ce livre. C'est comme ça que j'ai lu Bukowski, parce que c'était au détour d'un autre livre, on me parlait de Bukowski, j'ai dit tiens, bon, ça a l'air pas mal cet auteur-là. Bon, j'ai lu qu'un de ses recueils de nouvelles, c'est particulier, mais c'était pas désagréable à lire. Et pourtant, si j'avais dû m'arrêter à son idéologie politique, je l'aurais jamais lu, si j'avais fait comme nos amis progressistes. Et Renaud Camus aussi. Ah, Renaud Camus, évidemment. Alors, Renaud Camus est connu pour son livre... Enfin non, il n'est pas connu pour son livre, Le Grand Remplacement, et c'est bien dommage. Il est connu pour l'expression qu'il a inventée et dont il a donné le titre à un livre qui est un très bon livre, selon moi, hein, et je ne suis pas le seul à le penser. Mais Renaud Camus, il ne faut pas oublier, pour les plus jeunes qui nous écoutent, que c'est un très grand écrivain français qui a raté de très très peu l'entrée à l'Académie française, qui a raté de très très peu aussi des grands prix littéraires, mais qui a eu le tort, à un moment donné, après avoir été pendant très nombreuses années au Parti Socialiste, de faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire d'écrire son environnement, d'écrire ce qu'il voit. Et c'est son seul tort finalement. Il a toujours une très très grande honnêteté intellectuelle par rapport à ça. Il tient un journal depuis plus de 30 ans, où il décrit son quotidien, voilà, c'est pour ça, un homme d'une très très grande culture, il a écrit 160 livres. Donc Le Grand Remplacement, c'est le plus connu d'entre eux. Mais il y a des livres qui sont des vrais bijoux de littérature, dont l'un s'appelle L'éloge moral du paraître. Et en gros, sur 80 pages, il n'y a rien acheté. En fait. Il n'y a pas une seule phrase, il n'y a pas une tournure de phrase qui ne soit magique. Enfin, j'encense un peu l'auteur, mais vraiment ce livre, il est magnifique. D'autant plus qu'il a en plus à contre-courant de notre époque. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis habillé en jean, pull. Renaud Camus, dans son livre, fait l'éloge du paraître. Alors que c'est souvent critiqué le paraître, c'est souvent critiquable. On dit souvent, voilà, l'habit ne fait pas le moelle, etc. Quelqu'un de bien habillé, voilà. Mais là, je ne vais pas pouvoir
faire une exégèse de son livre, mais j'invite vraiment à lire ce livre, qui est d'un abord parfois un peu compliqué parce que les tournures de phrases sont très construites, mais c'est, pour l'avoir lu à plusieurs reprises, vraiment une construction intellectuelle et morale vraiment brillante. Et alors, chez Renaud Camus, il y a donc ce concept de grand remplacement que mentionnent souvent les médias quand ils parlent de Renaud Camus. Et vous avez fait une échelle de grand remplacement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Merci de m'en parler, effectivement. Alors, j'ai connu Renaud Camus via cette expression, comme beaucoup de monde, le grand remplacement. Et lui, c'est très simple. Pour décrire le grand remplacement, il dit, mais c'est très simple. Vous avez un peuple à un endroit donné qui, en l'espace d'une ou deux générations, a été remplacé, c'est-à-dire qu'il a changé de physionomie, d'anthropologie, d'ethnie. C'est son constat. Il se dit, il suffit d'avoir des yeux pour voir et constater les grands remplacements. Ce qui visiblement ne suffit pas, puisque lorsqu'on parle du grand remplacement dans les médias, que ce soit les médias étrangers ou français, non seulement on le décrit comme étant une théorie conspirationniste d'extrême droite, et j'en passe, hein, tout un tas de vocabulaire pour décrédibiliser cet axiome. On dit d'ailleurs de lui qu'il n'est pas une expression, mais que c'est une théorie. Or lui réfute cette expression de théorie. Il dit le grand remplacement c'est un constat, c'est pas une théorie. Donc puisqu'il suffit, ça semble assez insuffisant visiblement pour faire comprendre aux médias et aux gens réfractaires à cette idée qu'un grand remplacement, c'est-à-dire un changement progressif de population, a bien lieu sur le territoire français comme sur le territoire belge ou anglais par exemple, eh bien j'ai mis au point une échelle qui vaut ce qu'elle vaut, qui est certainement très très critiquable, mais ça je suis très friand des critiques pour pouvoir l'améliorer, et qui a été basée sur le constat et le ressenti. Puisque le remplacement c'est aussi ça, c'est aussi par rapport à un premier constat et un ressenti. De votre quartier qui change, de la population à laquelle vous avez affaire qui change aussi, des revendications dans la société qui n'existaient pas il y a 30 ans et qui existent de plus en plus aujourd'hui, qui sont de plus en plus prégnantes. Et cette échelle va de 1 à 9, avec pour chacun des niveaux, comme pour l'échelle de Richter, un constat des dégâts ou des évolutions causées par ce grand remplacement. Donc ça va de 1 à 9. Et pour arriver, pour savoir à quel moment sur un territoire donné, on se trouve à tel ou tel niveau de l'échelle, j'ai créé ce que j'appelle le coefficient de subjugation, qui est un ratio entre la population allogène et autochtone, enfin indigène hein, et allogène, donc qui vient du pays et qui vient de l'extérieur du pays, ou de la nation, enfin d'un territoire donné. Et ce coefficient, je l'appelle coefficient de subjugation. Pourquoi? Alors on en a fait la critique. Subjugation parce que c'est un double sens. Bon, moi j'aime bien jouer avec les mots. Ça a le sens le plus commun qu'on connaît aujourd'hui, c'est je suis subjugué, je suis émerveillé. Et subjugation au sens premier qui veut dire soumission. En référence aussi avec l'islam qui veut dire aussi soumission. Et donc, ce mot subjugation, il a le double sens parce que, effectivement, le phénomène qu'on peut constater depuis une 30 ou quarantaine d'années, c'est celui d'un émerveillement de nos élites, d'une certaine partie de la population qui trouve ça merveilleux d'avoir une France de plus en plus diversifiée, de plus en plus diversitaire aussi, et l'autre qui voit ça d'un œil plutôt craintif, plutôt critique, et qui se dit mais il y a peut-être un danger quand même. Ce qui s'est passé au Liban, ce qui se passe actuellement au Tibet, c'est peut-être pas bon d'avoir ces sociétés multiculturelles fractionnées. Et c'est d'ailleurs sur cette base-là que le Danemark a changé complètement son fusil d'épaule il y a très récemment d'ailleurs. La gauche danoise, hein, c'est pas la droite ou l'extrême droite, c'est vraiment la gauche danoise qui s'est dit on va peut-être vers un modèle qui est beaucoup trop multidiversitaire et fractionné. Et ça peut poser des difficultés, on s'en rend compte. La société danoise est en train d'être conflictuelle. Et ils ont recensé une cinquantaine d'études faites par des universitaires de tout pays et qui concluaient quasiment systématiquement qu'une société multiculturelle était une société multiconflictuelle. Et c'est sur la base de ces études que la gauche danoise a décidé de faire volte-face par rapport à la politique d'immigration, qui était celle qu'on connaît hein, dans les pays nordiques, pour justement stopper l'immigration massive et commencer à l'inverser également et à faire la promotion de la natalité danoise. Alors, il y a pas mal de clips super bien faits qui tournent au Danemark en ce moment. On voit des Danois en habit traditionnel à qui qu'on incite, on va dire, à perpétuer la tradition danoise, comme on pourrait le faire au Bénin, qu'on pourrait le faire en Tanzanie, en Afrique du Sud ou partout ailleurs. Hein.
c'est pas le sujet, mais ça en France, c'est quasiment impossible. Un clip comme celui-ci serait tout de suite taxé de fasciste et de nazi, alors que depuis 2-3 ans maintenant, on ne peut plus voir une seule publicité qui ne soit pas une publicité qui fait la promotion d'une manière ou d'une autre de la diversité. On voit que ça peut changer ailleurs, mais pas encore en France. Mais en revanche, la promotion de certaines cultures est exaltée au contraire. Celle des halogènes. Tout à fait. Alors c'est ça qui est assez ambigu, c'est que je suis le premier à trouver ça exaltant, la culture de l'autre, chez lui. J'aime beaucoup voyager, j'ai voyagé dans une 60aine de pays peut-être, et j'adore arriver dans un pays et comprendre comment l'autre fonctionne en société, dans son environnement immédiat. Il y avait un géographe français qui s'appelait Vidal de Lablache au XVIIIe siècle qui avait parlé de déterminisme et qui indiquait que l'endroit dans lequel on est né, dans lequel on évolue, détermine notre anthropologie, notre façon d'être en fait. Et ça, ça a été décrié, mais j'y crois quand même pas mal. C'est pour ça que vous avez des endroits en France où on est plutôt sur du calcaire, d'autres endroits sur du gypse, sur de la pierre volcanique, parce qu'on a construit, on a créé par rapport à ce qu'on trouvait dans notre habitat, qui est devenu ensuite l'habitus, hein, notre façon de vivre, notre société, etc. Et ça, c'est quand même merveilleux de voir qu'il y a des identités qui perdurent partout dans le monde. C'est ça qui fait la vraie diversité, la vraie richesse de l'homme, c'est ça. C'est sa diversité. Mais à partir du moment où on fait de cette diversité un amalgame, une espèce de soupe diversitaire qui n'a pas de nom, à l'extérieur, ou plutôt à l'intérieur d'un endroit qui avait une identité très très forte, la France, pendant des siècles, la France a brillé, que ce soit au niveau diplomatique, au niveau littéraire, au niveau culturel, architectural, au niveau des inventions. On a quand même pas les pires au niveau des inventions qui ont fait avancer le monde. Et on dirait qu'aujourd'hui, on s'interdit, au nom d'une repentance par rapport à la colonisation ou que sais-je encore, ou l'esclavage, on dirait qu'on doit payer à tout jamais cette repentance. Et pour payer cette repentance, il faut, comme tribut, offrir à la diversité halogène cette espèce de mise en valeur permanente, mais qui n'est pas une mise en valeur intrinsèque, c'est-à-dire c'est une mise en valeur qui va réduire notre possibilité d'être fier de ce que nous sommes. Et c'est assez ambigu puisque on a vu très récemment un antifasciste, un jeune leader antifasciste qui faisait avec beaucoup de, d'ailleurs je me suis reculé dans son discours, beaucoup de foi, une ode en fait à l'identité et une ode à l'identité des peuples qui savaient perdurer, qui savaient ne pas être standardisés, ne pas être vaincus par une autre culture, etc. Mais il parlait des peuples halogènes qui venaient s'installer chez nous. Ça c'est très très ambigu parce que si on tient ce discours, on va tout de suite taxer de fasciste. C'est le discours aussi de Ria Boutelja. C'est aussi son discours, et c'est très intéressant d'ailleurs, parce que je pense que c'est quelqu'un de très très intelligent, qui sait bien mener sa barque, qui emploie des termes comme sous-chien. Ça c'est vieux, sous-chien, c'est très très vieux comme expression. Ça date d'une émission il y a une quinzaine d'années où elle avait parlé des Blancs comme étant des sous-chiens. Donc nous, on l'a entendu comme sous-chien en 2 mots, hein. Évidemment, je crois que c'est fait exprès d'ailleurs. Il y a eu d'ailleurs, elle a gagné son procès. Finalement, le juge a considéré qu'effectivement, ça se tenait sous-chien en un mot, français de souche, donc sous-chien. Mais elle a beaucoup joué sur l'ambiguïté, avec beaucoup de malice, puisque bon, c'était fait exprès évidemment. Et elle parle aussi d'indigène de la République, alors qu'un indigène, c'est quelqu'un qui est né, qui est issu du pays, et on ne peut pas nier que la France a une certaine homogénéité ethnique qui date depuis 2000 ans, même si il y a eu des flux, on a été aussi envahi par les Romains, par les barbares à l'époque, et tout ça a construit le pays. Et que la France d'il y a 500 ans, c'est pas celle d'aujourd'hui, c'est évident. Mais jamais on a eu de tels apports de population halogène, et elle se considère comme étant une indigène de la République. Plutôt une halogène de la République, en réalité. Donc elle joue beaucoup sur les mots, et elle se considère comme étant une décoloniale. Je me considère comme étant un décolonial. Je considère que la colonisation qui a eu lieu, et qui est selon moi une erreur dans les années passées, est terminée. L'influence de la France aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, par exemple, c'est d'une peau de chagrin. Aujourd'hui, on se bat encore, mais c'est des questions de posture, je pense, en Afrique, pour que la France, les 400 soldats de l'opération Barkhane soient expulsés de certains pays d'Acorn, enfin de l'ouest de l'Afrique.
en disant c'est une présence post-coloniale. La réalité, c'est que les Chinois et les Russes ont une attitude colonialiste bien pire que ce qu'ont pu faire les Français, qui apportaient une infrastructure, mais qui n'ont jamais fait de colonisation démographique dans ces pays-là. Sauf peut-être en Algérie, au Maroc et en Tunisie, qui étaient plutôt des comptoirs et des protectorats plutôt. Mais en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas eu cette démographie galopante de Français blancs qui arrivaient dans ces pays-là, comme ça a pu être le cas en Afrique du Sud, par exemple. Donc là encore, c'est un faux sujet. Bon, j'ai fait une petite digression, mais c'est pour expliquer que la question du mot décolonial a un sens et que on pourrait considérer que la colonisation n'est pas de la France vers les pays d'Afrique, mais plutôt l'inverse. Et donc, ce grand remplacement dont vous parlez, ça me fait rire parce que je me dis que le jury qui pourrait tomber sur cette vidéo se féliciterait de vous avoir exclu de... Il faudra envoyer le SAMU. se féliciterait de vous avoir exclu de leur concours. Mais donc, ce grand remplacement dont vous parlez nous mènerait où, selon vous? Alors, la raison pour laquelle aussi j'ai créé cette échelle de grand remplacement, c'est qu'on n'avait pas de degré de grand remplacement. Et cette échelle, si perfectible soit-elle, permet d'avoir des degrés dans le niveau de grand remplacement. Et le degré 1, c'est le degré où, globalement, tout se passe bien, où l'assimilation est encore possible, où on a une immigration qui existe, mais qui en une ou deux générations est complètement assimilée au peuple français, où c'est l'identité du peuple français qui perdure et qui est transmise de génération en génération. C'est pour ça que je parle de français de souche et assimilé, puisqu'on a toujours ces deux notions-là qui existent. C'est un degré où il y a des petits communautarismes naturels de la première génération. Quand on vient du Portugal ou de Pologne, souvent c'est dur, quoi. La première génération, on reste encore attaché à ses racines, mais qui ne se transmet pas à la génération suivante, qui elle rentre dans un moule, le moule de la nation, qui fait sienne en fait l'histoire de la France, sa culture, etc., etc. Et là, par rapport à ce coefficient de subjugation, ça représente quand même des millions de personnes. C'est quand même un bon niveau, hein. On n'est pas à 10 000 personnes, hein. Ça peut être des millions. Et après, on arrive à un niveau où on rentre dans la cohabitation qui va devenir de plus en plus compliquée et menaçante. Et on arrive, à la fin, cette échelle du grand remplacement, à la subjugation, c'est-à-dire à la soumission absolue et totale, comme ce qui peut se passer, par exemple, dans des pays comme le Kosovo, ou comme au Liban, dans une certaine mesure, ou pour les Indiens d'Amérique, ça c'est fini, où maintenant ils vivent tous alcooliques dans des réserves, même si c'est pas complètement comparable avec ce qui s'est passé au Kosovo et ce qui s'est passé au Liban. Mais globalement, pour répondre à la question, on va vers quoi? Je pense qu'on va d'abord vers une libanisation de la France, enfin de la France, ça peut être aussi de l'Angleterre ou de la Belgique, ça marche aussi bien, hein, avec des groupes de population qui se reconnaissent comme faisant partie d'un groupe identitaire, ou plusieurs groupes identitaires, et avec à un moment donné la question de qui devient majoritaire et qui a le pouvoir légitime. Et on commence à déjà, maintenant aujourd'hui là, en France, à sentir les racines de ces velléités, avec de plus en plus de revendications de certaines communautés, de plus en plus de victimisation qui assoit ces revendications. Regardez, on est victime de quelque chose, c'est pas normal. Au nom de l'égalitarisme total et des droits de l'homme d'ailleurs, hein, en disant on est tous égaux, moi je veux les mêmes droits que les autres. Pardon. On voit aussi des listes religieuses qui commencent à arriver. Donc ça c'est le tout début. Mais on peut s'imaginer que s'il y a une base électorale, une assise électorale assez forte, même si on peut considérer que la plupart des gens qui font partie de communautés ou de diaspora vivent leur vie tranquillement, c'est pas le sujet, c'est toujours les minorités qui amènent les difficultés ou qui prennent le pouvoir. Mais on peut considérer qu'à un moment donné, on va arriver vers une libanisation du pays, donc une fracturation, un morcellement total. C'est d'ailleurs le niveau 5 de mon échelle du grand remplacement. C'est à peu près le point pas de non-retour, parce qu'on peut toujours espérer revenir en arrière, mais c'est vraiment le point de bascule identitaire, où on n'est plus peuple autochtone et assimilé majoritaire, maître chez nous, mais on devient dans une situation de partage du territoire avec d'autres diasporas identitaires qui se considèrent comme appartenant à un groupe identitaire, un groupe ethnique ou un groupe multiethnique, mais en tout cas qui est opposé au groupe autochtone. Et c'est là que commencent les vraies difficultés. Ce qui s'est passé au Kosovo,
avec l'Albanie, qui a majoritairement peuplé cette partie de la Serbie, et qui dans les années 90 a fait sécession, avec des petites poches aujourd'hui de Serbes qui persistent, qui subsistent difficilement, avec quelques associations qui viennent d'ailleurs les aider. Et on sent qu'il y a des incursions quand même qui sont faites très très régulièrement dans ces petites poches de population serbe au Kosovo, où on sent que dans les 15, 20, 30, 50 prochaines années, il n'y aura plus de poches serbes au Kosovo, ce sera terminé. La subjugation sera totale. Le grand remplacement sera complètement achevé. Et aujourd'hui en France, on en est à combien sur votre échelle? Alors, c'est plus difficile pour la France, et c'est pour ça aussi que j'ai fait une échelle sur le ressenti, et sur les observations et les constats, sur ce qu'on peut constater, que j'essaie de détailler à chacun des niveaux, parce qu'il n'y a pas de statistiques ethniques. Donc par contre, il y a d'autres niveaux de mesure, on peut évaluer autrement. Mais globalement, par rapport aux éléments à notre disposition, légaux, je dirais qu'on en est entre le niveau 3 et 4 de l'échelle du grand remplacement. C'est-à-dire, c'est une cohabitation menaçante. Et je pense que c'est effectivement ce qui commence à poindre, à se faire sentir. Il n'y a pas une journée à la télévision, on ne parle pas des difficultés de l'immigration, des difficultés posées par l'islam, etc., par l'immigration massive, et avec, comme j'ai dit tout à l'heure, des revendications, des velléités, des communautarismes, des quartiers qui bouleversent leur physionomie complètement. Il suffit de regarder des photos pour s'en convaincre, en fait. Photos des années 50 de la porte de Saint-Denis, et aujourd'hui, c'est plus du tout la même configuration, c'est plus du tout les mêmes usages des lieux, c'est plus du tout les mêmes commerces, c'est plus du tout les mêmes populations. Et ça, c'est factuel. C'est pas une théorie du complot ou que sais-je, c'est juste factuel. En 50 ans, tout a changé. C'est pas une théorie du complot, mais est-ce que c'est raciste que de le dire? Alors on pourrait se demander qu'est-ce que le racisme? Est-ce que le racisme, c'est détester ceux qu'on considère comme n'étant pas de sa propre race, si on parle de race, hein. Moi je préfère parler d'ethnie, parce que ça inclut à la fois la particularité génétique, et aussi culturelle, linguistique, historique, etc. Donc je préfère parler de ça. Mais effectivement, moi je ne me considère absolument pas comme raciste, puisque je suis ouvert vers l'autre, et j'aime beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure, découvrir ce qu'est l'autre, comment il vit dans son habitat naturel, comme nous on vit dans le nôtre. Voilà, quelqu'un au sein d'un même pays d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment va vivre quelqu'un du nord de la France, quelqu'un du sud, et parfois complètement différent, c'est assez amusant. Mais non, être raciste, Si par contre être raciste, c'est défendre le droit de chacune des peuplades, chacune des ethnies, à préserver son identité et son ethnicité, ce serait une définition un peu différente du racisme. Par contre, si c'est considérer qu'il y a une supériorité d'un peuple ou d'une race sur une autre, je ne fais pas partie de ces gens qui pensent ça. Je fais partie des gens qui pensent qu'il y a des civilisations qui sont supérieures à d'autres. Ça me paraît assez évident. Des civilisations qui ont apporté davantage à l'humanité que d'autres. Certaines qui se sont éteintes au bout de 200 ans, qui n'ont pas apporté grand-chose. D'ailleurs, est-ce que ce sont des civilisations? On ne sait pas. Des civilisations brillantes, qui ont été la civilisation Maya, par exemple, qui était en son temps hyper avancée, sur plein au niveau astronomie, au niveau médecine, etc. Et pourtant qui commettaient des atrocités incroyables, quoi. Des sacrifices humains tous les jours, 10 à la minute, enfin c'était horrible. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir comment certaines civilisations, je fais une petite digression, mais ont disparu. Que ce soit la romaine, Maya, etc. J'ai acheté un bouquin là-dessus d'ailleurs pour me renseigner, pour vraiment être mieux au fait de ces questions-là. Mais est-ce que c'est raciste de dire Est-ce que c'est raciste de dire que, par exemple, la physionomie d'Alger a changé entre les années 50 et les années 80? Moi, je trouve au contraire, c'est un pays qui a retrouvé son ethnicité parce que le français est parti. Et finalement, l'Algérie reste l'Algérie. Et je rappelle quand même que l'Algérie, ce sont des envahisseurs qui venaient des Omeyyades, hein, qui venaient d'Arabie Saoudite, et qui ont, avec le sabre, puisque l'islam c'est la conquête, avec le sabre d'abord, maintenant c'est autrement, c'est beaucoup plus malin et beaucoup plus compliqué à combattre. Ils ont voulu conquérir le monde, comme beaucoup de religions, mais c'était vraiment avec le sabre. Ils sont arrivés là-bas, il n'y avait que des berbères, qui ressemblaient beaucoup plus anthropologiquement aux Européens. Il suffit de voir d'ailleurs les berbères, hein, aux yeux bleus, ouverts, etc., que au phénotype arabe qu'on connaît aujourd'hui.
Et donc ces gens sont partis dans les montagnes, et ils ont continué à perdurer, à faire perdurer leur ethnicité, même s'ils ont été islamisés depuis. Mais voilà, c'est dans la nature de l'homme de toute façon de conquérir. Donc là, nous, est-ce qu'on fait face à une situation de conquête de la part de plusieurs... alors c'est pas une conquête consciente, c'est sûrement une conquête inconsciente, mais de fait, on a des flux immigratoires qui commencent à l'échelle du temps long à submerger l'Europe, à l'échelle du temps d'une vie peut-être pas, mais sur le temps long de l'histoire. Est-ce que le XXIe siècle va être le siècle de la submersion migratoire absolue face à un hiver démographique des Occidentaux? À quoi va ressembler la France et l'Occident du XXIe siècle, quoi, de 2100 et quelques, ceux que nos enfants ou petits-enfants pourraient connaître. Est-ce que ça va ressembler à ce qu'on a connu au 15e, 16e, 17e, 18e, où il y avait une certaine homogénéité, c'est historique aussi, hein, ou est-ce que ça va complètement changer? Et en même temps, face à cela, le discours, c'est de dire qu'en Europe, on a une natalité qui est très faible et que donc on a besoin, entre guillemets, d'apports de sang neuf pour maintenir les systèmes de retraite, pour maintenir la croissance des pays européens. C'est ça l'un des arguments. C'est l'argument massu, en fait, de gens qui sont le plus souvent au pouvoir et déracinés. Leur quotidien, c'est pas le quotidien de moi, on va au travail, à un endroit, on est là, on vit à côté, on fait quelques voyages dans sa vie en avion, mais globalement, on passe sa vie dans un cercle qui est radioconcentrique de 300 ou 400 km. Eux, c'est le matin, ils sont à New York, le lendemain, ils sont à Nairobi, plus tard, ils vont en Chine, voilà, et ils vivent d'hôtel en hôtel, ils parlent 8 langues, enfin, c'est pas le monde. Eux, ils vivent dans un monde globalisé avec beaucoup d'aisance. C'est d'ailleurs ce qu'Attali avait prédit, enfin, en piquant l'idée de quelqu'un qui l'avait dit avant lui, que dans les 50-100 prochaines années, on aura 3 castes, un peu comme en Inde. Hein. Une caste très fermée de nomades très riches, une caste, donc ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui déjà plus ou moins, une caste de gens plutôt de la classe moyenne qui vont faire tout leur possible pour maintenir leurs petits privilèges en bossant pour la classe la plus riche, et puis les petites mains, entre guillemets, qui seront certainement sous subside de subventions, parce que beaucoup de choses seront automatisées, qui auront c'est pour ça qu'on veut parler du salaire universel, c'est un peu l'idée, hein, en disant on les met sous perfusion dépendante. On vous donne de l'argent, mais en échange, vous êtes des gentils moutons, vous votez comme il le faut pour notre théâtre démocratique. Voilà. Et c'est ce que prédit Attali. On peut retrouver la vidéo, il le dit à plusieurs reprises. Donc effectivement, l'argument économique préside à la justification de cette immigration de masse, en disant, vous vous rendez compte, si vous voulez avoir des retraites, il faut bien qu'il y ait des travailleurs. Donc il faut bien qu'il y ait du sang frais, du sang neuf, des gens jeunes qui viennent en Europe pour travailler. Donc ça pose question, parce que est-ce que c'est pas de l'esclavage moderne, finalement, de faire venir des gens des pays d'Afrique qui veulent fuir une certaine misère et qui vont retrouver d'une toute autre manière chez nous? Première question. Et est-ce qu'avec le taux de chômage que certains pays occidentaux connaissent, c'est assez raisonnable de dire attendez, ne bougez pas, non, restez au chômage, on va faire venir des gens qui sont payés 5 fois moins que vous dans les cuisines. Et comme ça, tous les bobos parisiens pourront manger du bon foie gras du Périgord, fait par notre ami pakistanais derrière, qui va être payé 400 balles. Quoi. Et après, on va dire, non mais attendez, vous voulez pas faire le métier pénible, vous déconnez quand même, c'est monsieur là qui vient de l'immigration qui le fait à votre place. Et donc tout ça, ça nourrit une certaine ambiguïté, où le serpent se mord la queue, on ne peut pas dire, mais attendez, il y a du chômage, on fait de l'immigration, oui mais vous voulez pas faire ce boulot-là, bah non, vous ne me proposez pas de le faire. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont bien, qui s'y retrouvent en fait, hein, en disant mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais travailler pour gagner moins, ou est-ce que je reste dans ma situation où finalement je vis pas si mal, avec tout un tas d'aides, donc vivre sous perfusion des subventions de l'État, quoi, très clairement. Et après, ça aussi, c'est une question de choix de vie. Donc aujourd'hui, on nous dit on va faire venir des gens issus de l'immigration, le plus souvent de l'Afrique noire ou du Maghreb, pour travailler. Donc il y a quand même des gens qui ont tout intérêt à faire venir des personnes qui seront payées beaucoup moins, qui sont beaucoup moins regardantes, et qui s'installent ensuite en diaspora. Parce que les gens qui pensent de cette manière, donc qui font venir de manière consciente ou inconsciente, volontaire ou pas,
beaucoup de manœuvres des pays africains notamment et puis et maghrébins, ils ont pas, la notion d'enracinement, ça leur est inconnu ou tellement désuet que c'est pas leur sujet du tout. Simplement que cette question-là, cette question de l'enracinement et de l'identité, elle va devenir, elle est déjà essentielle dans les années à venir. L'homme est un animal territorial, c'est dans sa nature. Quand il s'implante, il y a toujours cette question de la domination ensuite qui va venir. C'est pas on ne peut pas considérer le monde comme étant, comme le dit Renaud Camus, de la matière humaine indifférenciée, de l'humain interchangeable. On n'est pas interchangeable. Enfin, c'est pas comme ça que je vois les choses. Il n'y a aucune chance pour que ça se termine bien. Il n'y a aucune chance pour que finalement la France devienne un patchwork de communautés qui s'entendent bien et qu'il y ait une forme de paix et de prospérité qui règne en France. Alors, il n'y a aucune chance que ça se termine bien sinon je ne passerai pas chaque journée de ma vie à essayer justement de voir les choses et de transmettre du positif dans tout ça et d'essayer surtout d'alerter pour éviter le conflit. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut alerter parce que là, on va vers une situation, je pense, conflictuelle et qu'il faut vraiment alerter les consciences. C'est surtout les consciences qui ne sont pas éveillées, qui ne sont pas politisées ou qui vivent au quotidien sans trop réfléchir à notre environnement, enfin, à l'avenir, à ce qui se passe. Je pense qu'il faut vraiment alerter. Et est-ce qu'un jour, on pourra vivre comme une société à l'américaine, multiculturelle? Je pense que d'une part, ce n'est pas notre modèle historique. Ça n'a jamais fonctionné comme ça en France, contrairement à tout ce qu'on veut nous faire croire. Ça a commencé en fait l'immigration de masse dans les années 50, en fait, après la guerre. Avant, il n'y a jamais eu ce type de modèle avant. En tout cas, ça n'a jamais perduré. Et pour que ça fonctionne, il faut, je pense, déjà réduire les déséquilibres entre les diasporas qui se sont installés en France et parmi lesquels des gens veulent vraiment vivre en tant que Français en France, même venant de l'étranger. Et c'est très difficile pour certains d'entre eux d'ailleurs de s'intégrer, de s'assimiler plutôt. Parce qu'il y a l'inertie de la diaspora qui les ramène toujours vers ce qu'ils sont, ou vers ce qu'ils étaient et ce qu'ils ont voulu quitter. Quand on part d'un pays et qu'on arrive en France, par exemple, avec une diaspora d'1 million d'habitants, enfin d'1 million de personnes, il faut faire un effort supplémentaire pour s'assimiler. Parce que d'une part, il y a la facilité qui est là. On a reconstitué la façon de vivre du pays en France, avec tous les avantages, en termes d'infrastructures, etc., d'aide, tout ce qu'on veut, d'accès à l'emploi, d'accès à la santé et à l'éducation. Mais on ne fait pas cet effort, on ne fait plus cet effort, on n'a pas envie de le faire. Finalement, si on va à l'étranger avec 1 million de Français, on va se mettre facilement dans le groupe des Français, c'est plus naturel. Donc, si on continue comme ça, l'assimilation sera plus... Ce modèle n'est plus possible, assimilationniste, aujourd'hui. Il l'a été, il est encore peut-être à la marge pour certains individus, mais il n'est plus possible. Et si on continue comme ça, on va se retrouver avec un morcellement dans lequel les Français, de souches assimilés, seront minoritaires. Et c'est là que les problèmes vont véritablement être irréversibles, ou quasiment irréversibles, avec des morcellements, des tentatives séparatistes, etc. Et je pense que l'un des moyens d'éviter ça, c'est d'une part inverser les flux migratoires, non pas de manière active, mais de manière tout à fait passive. Il faut arrêter de faire de la France un pays centripète qui attire vers lui tout un tas de personnes pour des facilités qui sont, en plus des facilités qui sont fausses. Quand on vend un migrant soudanais qui va beaucoup mieux vivre ici, qui claque 2000 balles, ce qui est une fortune absolue pour lui, vu le niveau de vie du pays, et qu'il arrive et qu'il finit à moins 4 degrés sous une tente devant le Conseil d'État, c'est pas ce que j'appelle vendre du rêve. En ayant risqué sa vie, au passage. Et de risquer sa vie pendant le passage, et de nourrir des passeurs, dont certaines ONG qui font leur chou gras aussi là-dessus. Ça a été démontré, il y a eu des jugements. Pas toutes, je nie pas, il y a des gens qui sont vraiment mus par une volonté d'être plus humanistes que les autres. Mais bon, il y a déjà beaucoup de boulot à faire chez nous quand même. Et donc, l'une des pistes, ce serait d'inverser d'une part les flux migratoires de manière passive, en faisant la France un pays, on dit la fête est finie, c'est terminé, comme la majorité des pays du monde. Vous voulez aller, par exemple, au Panama, devenir panaméen, ça se fait pas comme ça. Il faut montrer patte blanche, il faut montrer le compte en banque bien garni, une santé de fer, des assurances, tout un tas de... J'ai vu 25 critères pour pouvoir devenir panaméen, pour avoir le visa de résident. France, c'est quand même beaucoup plus facile. Et l'une des pistes sur laquelle je suis en train de réfléchir, ce serait de distinguer la nationalité de la citoyenneté. Faire en sorte qu'un citoyen français ne soit pas forcément un national français. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de tensions, c'est qu'on a accordé la nationalité française, qui
Pour moi, il y a la question d'ethnicité aussi dans la nationalité, à un nombre très très conséquent de personnes, parfois rapidement, ce qui fait que ça ne veut plus dire grand-chose d'être français parce qu'on a une carte nationale d'identité. Alors que si on avait la distinction, comme le font les Russes, et c'est des modèles qui existent dans d'autres pays du monde, entre la nationalité, donc l'ethnicité française, et la citoyenneté qui donnera des droits de vivre dans la cité, de voter, de faire tout un tas de choses, en le distinguant de la nationalité. Ce qui permettrait de vivre beaucoup plus pacifiquement, je pense, dans une société fracturée, en se disant oui, on vit tous ensemble, d'accord, on est tous citoyens du même pays, mais nous, notre nationalité, c'est français. Vous, ça n'allait pas, ça allait pas. Et pour l'acquisition de cette nationalité, ce serait toujours possible, via ce modèle assimilationniste, mais ce serait une bataille, quoi. Très très compliquée et très longue à acquérir. On serait obligé d'en arriver là pour distinguer la nationalité de la citoyenneté. Et ça pourrait permettre d'apaiser, je pense, les tensions. Et d'éviter d'entendre des choses du genre « je suis plus français que toi », par exemple. Alors, l'assimilation est toujours possible, hein, en termes d'individus, mais à un moment donné, pour rendre possible cette assimilation, il faut stopper et inverser les flux migratoires. Ah, si le jury m'écoute, je suis grillé partout. Ouais, va falloir trouver un pseudo et en changer souvent, à mon avis. Très souvent, ouais. Parce qu'ils vont faire des recherches. Qui est derrière le pseudo? Ah, mais certainement. Moi, dans les manifs, quand je me promène dans les manifs, on me cherche. On vient me... Ouais, avec un pseudo, ça marche pas, il faut un masque, là. Ah, moi, il faut que même avec un masque. Non, mais attends, il y a qui sous le masque? Non, mais c'est vrai, c'est quasiment... C'est quasiment... aussi, c'est un masque. Je me suis déguisé en Vincent Lapierre. Eh bien, Grégory Rose, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Et à bientôt, peut-être. J'espère, pour mon prochain livre qui sera blacklisté d'un quelconque concours. Quelle situation ubuesque nous vivons.